Bonjour, mon nom est Benoît de la librairie Monet et nous allons parler aujourd'hui des nouveautés en littérature étrangère pour le mois de septembre. On va commencer avec quelques livres autour d'un thème, autour du thème de la filiation. Un récit, tout d'abord, de Kawthar Archi, Comme nous existons, aux éditions Actes Sud. Kawthar Archi est d'abord sociologue, mais cette fois-ci, elle a fait un récit tout à fait littéraire de sa vie, donc première génération née en France, ses parents venaient du Moyen-Orient, et donc née en 1987, dès qu'elle a commencé sa scolarité, ses parents ont tenu à l'envoyer dans un collège de l'autre côté de la ville de banlieue, qu'on pourrait juger un peu troublée. Donc elle fera toute sa scolarité de ce côté de la ville et ça va lui donner l'idée qu'elle a été d'une certaine façon coupée de ses racines socio-culturelles. Elle est envoyée dans un collège catholique, donc sa propre culture ou sa culture d'origine n'est évidemment absolument pas abordée à l'école. Et elle va donc, devenue adulte, tenter de reprendre contact ou en tout cas examiner le pourquoi de cet exil de l'autre côté de la ville et analyser le pourquoi et le croisement au niveau des systèmes de classe, des systèmes de genre, de race, qui ont été à l'origine peut-être de cette décision, de cette coupure. J'ai pensé, en lisant de longs extraits, à Caroline Dawson dans Là où je me terre, qui évidemment d'un point de vue différent, mais c'est aussi une question d'exil, et d'exil par rapport à sa propre culture. Je trouvais qu'il y avait quelque chose dans la tonalité qui me rappelait un peu le livre de Caroline Dawson. Donc pour ceux qui ont beaucoup aimé Là où je me terre, il y a définitivement, je trouve, des points communs entre les livres. Donc Comme nous existons, de Kawthar Archi. Toujours dans la filiation, le nouveau roman de Léonore Delle Condo, une écrivaine et musicienne, c'est chez Grasset. Dans Revenir à toi, elle raconte l'histoire d'une mère et d'une fille. La fille qui, pendant 30 ans, a recherché sa mère, qui l'a abandonnée en bas âge. Et elle va donc la retrouver et tenter de reprendre contact avec cette mère. Et on va, au fil du roman, comprendre qu'il y a un secret au cœur de la vie de cette mère qui a peut-être mené à cet abandon, mais il y a aussi dans la vie de la fille un secret. Et la rencontre de la mère et de la fille va conduire à une réconciliation. Donc une fin, un happy end, mais un parcours mouvementé pour arriver au fin fond de l'affaire. Donc Revenir à toi, de Léonore Delle Condo chez Grasset. Cette fois-ci, ce n'est pas mère-fille, mais père-fils, le nouveau roman de Sorge Chalandon, toujours chez Grasset, Enfant de salaud. Chalandon a beaucoup parlé de sa relation à son père, de toute façon déjà dans ses titres, La légende de nos pères, un père de profession. Donc cette fois-ci, il revient sur des faits réels, donc autobiographiques. Son père, qui était un mythomane, a raconté plein d'histoires, mais la vérité est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été collaborateur. Et donc Chalandon, qui a été journaliste à Libération pendant plus de 30 ans et qui a couvert le procès de Klaus Barbie, va sentir remonter à la surface plusieurs des souvenirs d'enfance et de ses relations avec son père, et va utiliser la fiction pour arriver à régler ses comptes avec l'enfant de salaud, Sorge Chalandon, chez Grasset. Un roman hommage, le nouveau Amélie Nothomb. Je vais vous dire très franchement, moi Amélie Nothomb, je n'étais pas fan, j'ai aimé certains de ses livres, et en particulier sa veine autobiographique, c'est-à-dire celle qui commençait avec Stupeur et tremblement, et qui se poursuivait avec Métaphysique des tubes, Biographie de la faim. Mais les romans comme tels, je m'étais un peu lassé avec le temps. Cette fois-ci, elle a décidé, avec ce nouveau livre, de rendre hommage à son père, qui est mort le premier jour du confinement, en mars 2020. Paul Nothomb, son père, était un diplomate belge. On le sait évidemment si on a lu toute la série de livres, de romans autobiographiques d'Amélie Nothomb. Elle a donc décidé de raconter l'histoire de son père,
Ça commence sur des chapeaux de roue avec un premier chapitre tout à fait étonnant où Paul Nothomb, en fait, est-ce qu'il s'appelle Paul Nothomb dans le roman? Non, il s'appelle Claude. Claude est devant un peloton d'exécution, 12 carabines fixées sur lui, et se demande si vraiment il vit ce qu'il est en train de vivre. Évidemment, il ne sera pas exécuté, mais on va le suivre à travers toute sa vie de diplomate, et le roman va se terminer, je vais en prendre un punch ici, le roman va se terminer juste au moment où sa femme est enceinte de son premier enfant, Amélie Nothomb donc. Un roman qui a d'excellentes critiques en ce moment. On sait que Nothomb, c'est souvent... les critiques sont souvent la dent un peu dure avec elle. Cette fois-ci, c'est assez unanime, et j'avoue que le livre donne vraiment envie. Donc, Premier sang chez Albin Michel. Un gros roman historique chez Gallimard. Pour les amateurs du genre, il y en a pour plus de 750 pages. L'Étoile brisée. On est dans l'Espagne du 15e siècle, donc bientôt les Juifs d'Espagne vont être sommés de quitter le pays par le roi et la reine, et donc un peu avant, dans une province qui s'appelle la Cantabrie, un massacre anti-juif s'annonce, on sent que ça s'en vient, et les parents d'un couple d'enfants vont décider de les envoyer sur la route, de les faire sortir d'Espagne pour les sauver. Et le destin fera que l'un des deux deviendra le cartographe d'Amerigo Vespucci, tant qu'à l'autre, il devient médecin, et va devenir le médecin, entre autres, de Martin Luther, qui, à ce moment-là, prépare la réforme protestante. Donc, ces deux destins exceptionnels vont nous faire nous promener à travers l'Europe et le monde du début du 15e siècle, du 16e siècle, pardon. Et évidemment, est-ce que le suspense dans le livre, c'est est-ce que ces deux frères vont réussir à se rejoindre? J'ai pensé, en lisant des bouts et en lisant des critiques, d'une part à Pérez Reverte, qui a fait des romans qui avaient souvent cette tonalité, mais aussi à Jean-Christophe Ruffin. Donc, un roman de Nadège Lannéry-Dagen, L'Étoile brisée, chez Gallimard. Toujours dans le roman historique, on a beaucoup parlé ces dernières années, notamment à cause de l'énorme succès de Frédéric Lenoir sur Le miracle Spinoza. Cette fois-ci, c'est un roman historique de Jacques Chécroun, Le procès de Spinoza, chez Albin Michel. Le roman, l'auteur s'est servi des archives du procès qu'a subi Spinoza, parce que Spinoza était destiné à devenir rabbin dans sa communauté, mais va décider plutôt va remettre en cause l'existence de Dieu. Donc évidemment, c'est l'hérésie, d'où le procès. Et ce procès, aujourd'hui, résonne encore, évidemment, parce qu'au centre de toute cette controverse est la question de la liberté d'expression. Donc, un roman, je dirais, bien documenté, qui plonge dans l'origine de la carrière de philosophe de Spinoza, le procès de Spinoza. Il sera encore question de Spinoza, mais plus du tout de la même façon. Giacomo Papi, écrivain italien, donc le recensement des intellotes de gauche chez Grasset. Le titre m'a tout de suite interpellé, et ça semble un roman tout à fait loufoque. C'est en fait un roman humoristique, mais carrément un pamphlet, je dirais, sur l'anti-intellectualisme contemporain. L'histoire d'un professeur, le professeur Prospero, qui dans un talk show télévisé, genre avec un panel et plusieurs intervenants, va décider de citer naïvement Spinoza. Et le présentateur de l'émission va lui répondre que c'est une émission à grande écoute et que citer Spinoza, c'est mépriser le peuple, c'est faire preuve d'élitisme. Et sur l'émission, il y a aussi un ministre qui va renchérir et dénoncer le professeur, qui évidemment va être la proie des réseaux sociaux. Sauf que le ministre, qui a vu la réaction du public, les huées et tout, va voir un potentiel politique et va décider d'utiliser ça pour faire du populisme. Son problème, c'est que le ministre en question va être surpris un soir à quitter une salle de cinéma d'art et d'essai, donc un cinéma élitiste. Le ministre va être assassiné, et
il y aura enquête policière. Donc c'est un roman qui joue sur la controverse, sur évidemment les grands thèmes du moment, le populisme, mais aussi sur la liberté d'expression et le rôle de la culture. Et ça semble vraiment extrêmement amusant et ça fait aussi beaucoup réfléchir aux thèmes et aux controverses de ces dernières années. Donc le recensement des intellos de gauche chez Grasset également. On reste dans le thème, mais cette fois-ci on s'en va vers l'essai littéraire, mais un essai littéraire qui pourrait aussi figurer dans un essai politique. C'est Jean Birnbaum, qui est le directeur littéraire du Monde des livres, qui a écrit 2 livres extrêmement intéressants ces dernières années sur la présence du religieux dans la société française, entre autres, mais ça s'applique, je pense, aussi ici au Québec. L'absence de pensée de la gauche contemporaine sur le fait religieux. Donc ça s'appelait « Un silence religieux ». Et Birnbaum a, ces 2 dernières années, fait beaucoup de tournées dans les universités, entre autres, mais pas que. Et s'est rendu compte que dans les 2 dernières années, donc, il y a eu un durcissement du discours, des échanges publics, des échanges autour de ça. Et il a décidé d'écrire ce livre, Le courage de la nuance, aux éditions du Seuil. Et pour nourrir sa réflexion sur le sujet, il est allé chercher des écrivains, des philosophes, donc Camus, Orwell, Bernanos, mais aussi Hannah Arendt, Roland Barthes et plusieurs autres, Germaine Sillon. Et il leur consacre de petits chapitres. Le livre n'est pas très long, mais il les fait, je dirais, il les met en relation entre eux pour montrer que la vérité d'une parole ne peut pas être étouffée par le dogme. Et donc, il parle par exemple de Bernanos, qui est un homme de droite royaliste, qui est pro-Franco au début de la guerre, mais qui, vu les atrocités, va dénoncer la dérive franquiste. Et il va être bien sûr pris à partie par tous les gens de son camp, alors que Orwell, à la même époque, va lui aussi refuser de couvrir les atrocités commises par les républicains en Espagne, et évidemment la gauche en Angleterre va le dénoncer. Donc il part de cette époque pour revenir, il va passer à travers évidemment Camus, la guerre d'Algérie, Germaine Sillon, et se sert et des romans, mais aussi des essais de tous ces écrivains pour nous amener jusqu'à la période contemporaine et nous montrer que parfois le courage, il est dans la nuance. Donc je dirais que c'est un des livres importants de l'année, très facile à lire, passionnant, de Jean Birnbaum. Le nouveau roman de Philippe Génada, prix Féminin 2017 pour La Serpe, il reprend un peu, je ne voudrais pas dire que c'est un truc, parce que, mais c'est le 3e livre d'affilée où Génada se sert d'un fait divers. Donc dans ce cas-ci, le meurtre d'un jeune garçon de 11 ans en 1964, pour lequel un homme va être arrêté, qui va d'abord, dans un premier temps, admettre le crime, puis dire qu'il n'est pas coupable et qui va, pendant 48 ans en prison, clamer son innocence. Et comme dans La Serpe, Génada a repris toute l'affaire, va refaire l'enquête, et dans ce gros bouquin de presque 750 pages, comme les 2 précédents étaient aussi de très longs récits, il ne fait pas que le récit de cette affaire judiciaire, mais il fait aussi beaucoup de digressions. C'est son style, c'est le spécialiste des parenthèses, donc il a ce style souvent humoristique de passer de gauche, de droite, en haut, en bas, on dirait à côté de son sujet, alors qu'au contraire, ce qu'il fait, c'est qu'il peint une époque, donc le début des années 60 dans ce cas-ci, et utilise tous ses dons de romancier pour faire ressortir et raconter cette histoire. Donc, ça s'appelle « Au printemps des monstres » aux éditions Mialet-Barreau, le nouveau Philippe Génada. Un roman, le 2e, de Mathieu Falcone, « Campagne » aux éditions Albin Michel. Un roman sur l'écologie, sur sauver la Terre, l'histoire de citadins qui décident d'aller se réinstaller ou d'aller s'installer en campagne et de vivre autrement avec une nouvelle agriculture. Mais évidemment, ces gens-là arrivent dans une campagne déjà occupée par des habitants, par des campagnards, des agriculteurs qui, eux, parviennent difficilement à nouer les 2 bouts.
il y a beaucoup de suicides d'agriculteurs en France et Falcone montre à travers son roman l'absurdité, le problème de plaquer sur une réalité culturelle, économique donnée, des conceptions qui ne sont pas vraiment implantées. Donc, l'un des paysans, par exemple, dit ici au village, on en trouve qui disent à présent qu'il faut sauver la terre. Sauver la terre, moi je veux bien, mais qui nous sauvera, nous, les agriculteurs? Donc, le roman est dans ce point de tension entre ces personnages qui arrivent et ceux qui y sont depuis des générations. Donc, Campagne de Mathieu Falcone aux éditions Albin Michel. Et je vais terminer avec ce qui n'est pas du tout une nouveauté, mais c'était une nouveauté au début de l'été. J'ai pas pu vous en parler. J'ai lu le livre, c'est de Gianfranco Caligarish, Le dernier été en ville, écrivain italien. Ce qui est tout à fait étonnant avec ce livre-là, c'est qu'il est considéré en Italie comme un des très grands romans de la littérature contemporaine italienne, mais il n'avait jamais été traduit. Je ne sais absolument pas pourquoi, parce que je l'ai trouvé absolument magnifique. On est à Rome à la fin des années 60. Les Brigades Rouges ne se sont pas encore manifestées. Berlusconi fait ses affaires, mais n'est pas arrivé au pouvoir. On sent un genre de déliquescence, une Italie un peu essoufflée. Le miracle économique des années 50 et 60 s'essouffle. Et au milieu de tout ça, vous avez Léo qui va avoir 30 ans et qui fait des petits métiers, n'a pas vraiment trouvé son chemin. Et avec son ami Gradiano, essaie d'écrire un scénario pour le cinéma, mais n'y parvient pas. Donc chaque soir, ils sortent boire des coups. On est dans cette Rome, on voyage avec eux dans Rome. Il y aura une histoire d'amour, mais qui ne va pas peut-être arriver au bout de son impulsion. Le nom de la jeune fille, Ariana, amène un humour dans le roman qui autrement serait extrêmement mélancolique. C'est un mélange, je vous dirais, extrêmement réussi de cette mélancolie, de cet humour. Et la fin du roman est tout à fait étonnante et donne l'occasion aux gens qui l'ont lu d'avoir des discussions très animées, je vous le dirai, l'ayant moi-même vécu. Prix Fitzgerald 2021, un grand roman, Le dernier été en ville de Gianfranco Caligarish, dont j'espère on aura le plaisir de lire les livres subséquents. Voilà pour les nouveautés de septembre. À la prochaine. Bonjour, mon nom est Mike Séviano et je vous présente les incontournables pour le mois de septembre dans la section littérature policière polar. Belle sélection pour la rentrée. Nous avons beaucoup de livres qui sont intéressants, des nouveautés, des nouveaux romans et des auteurs qui reviennent avec des trucs assez intéressants. On commence immédiatement avec le Michel Moiti, Dog Island aux éditions Hervé Chopin. Moiti est un auteur maintenant très reconnu. Je crois qu'on est rendu autour du 7e ou 8e roman de son côté. Toujours un aspect très sociologique, historique du côté Moiti. Bon, il y a une formation de sociologue, donc ça paraît énormément dans ses écrits. Ici, Dog Island, on est étonnamment quelque chose qui diffère un peu de son écriture régulièrement. Toujours dans le trailer, beaucoup très endiablé, avec beaucoup d'action, beaucoup d'intervenants. Ici, oui, il y a un groupe de personnes qui se retrouvent sur une île, ils sont isolés sur une île et ils doivent se débattre avec certains événements. L'idée, c'est que c'est la notion du huis clos. Ça ressemble énormément à du Agatha Christie. Donc, si vous avez des lectrices qui cherchent quelque chose à la Agatha Christie, ce huis clos, cet enfermement, ces relations obligées et règlements de compte nécessairement, vous allez retrouver quelque chose d'assez intéressant avec Michel Moiti. Dog Island, qui a vraiment dans ça une facture complètement différente. Donc, si vous avez déjà lu du Moiti, si vous avez des lecteurs qui ont déjà lu ça, il ne faut pas se laisser perler, je dirais, par l'auteur. On n'est pas du tout dans le même style, pas du tout dans la même facture, beaucoup plus hermétique, je dirais, au niveau du récit. Ça semble vraiment très bien. La fameuse première ligne, hein, personne n'entre, personne ne sort. On est vraiment isolé dans un contexte qui va, comme je vous dirais, aller chercher les lecteurs qui aiment beaucoup tout ce qui est Agatha Christie. Deuxième titre, on est complètement ailleurs. On s'en va du côté de l'Uruguay, tant au niveau du récit qu'au niveau de l'auteur.
Alors, on est dans un roman qui s'appelle Rien à perdre de Roberto Montagna aux éditions Métaillé dans la collection Noire, chez Métaillé Noir. Donc, trois amis, trois potes qui décident de faire une petite virée du côté de la plage. Puis, ben, ça fonctionne pas nécessairement comme ça devait l'être. Ça vire rapidement dans le roman noir. Mais on est vraiment dans un roman noir et c'est tellement intense, c'est tellement gros, c'est tellement profond que le roman n'a pas besoin d'être très épais pour vraiment nous amener dans un récit mais totalement rocambolesque. Il y a quelque chose dans ce roman-là on sent vraiment le côté, comment je pourrais dire, le côté dérision d'Amérique du Sud qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs. Et de l'autre côté, à quelque part, je dirais un peu une facture un peu hollywoodienne de ce genre de road trip, de voyage sur une destination qui peut-être n'est pas celle que l'on attendait. Donc, vraiment tout un univers, c'est extrêmement intense. Ça commence rapidement sur des chapeaux de roue, pour faire de jeu de mots avec le road trip. On est vraiment dans une ambiance vraiment sombre, noire, décapante. Belle lecture, belle découverte pour des lecteurs, des lectrices qui voudraient changer un petit peu les horizons, qui voudraient sortir un peu du classique, du roman policier classique, qui veut quelque chose de plus intense, et avec une petite touche là, d'humour noir, là, ce petit côté-là, très, comment je dirais, regard sur la société risible, tout ça, avec Rien à perdre de Roberto Montagna aux éditions Métaillé. Je pense qu'il y a des lecteurs, des lectrices qui vont être satisfaits de ce côté-là. Dépaysement assuré, ça c'est sûr. Ça, on va chercher L'appel de la sirène d'Émilie Schepp. Rapidement, je vous parle d'Émilie Schepp parce qu'elle est un beau... Je dirais que c'est une belle alternative, voilà, pour les lecteurs qui veulent lire du scandinave. Mais il y a des lecteurs, des fois, qui sont tannés un peu parce qu'ils disent j'ai l'impression que je lis toujours les mêmes auteurs, les mêmes autrices, c'est toujours les mêmes qui reviennent, c'est des gros noms, tant du côté de l'Islande, du côté de la Norvège, du côté de la Suède, puis j'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau. Émilie Schepp est une belle découverte. On n'est pas à son premier roman, elle a déjà écrit d'autres romans. Et ici, c'est encore une histoire d'enquête. Donc on est dans un roman d'enquête, dans un roman avec une enquêtrice qui était déjà présente dans ses autres romans et qui revient. Donc pour ceux qui ont déjà lu, il va y avoir un sentiment de familiarité. Et ce qui est intéressant avec Émilie Schepp, c'est que, comme je disais, ça donne une lecture un peu différente. On est du côté de la Suède, c'est un roman suédois, avec beaucoup, je dirais, de rebondissements et une petite partie, je dirais, quelque chose là, qui ressort un peu du côté du quasi-fantastique. Je vous donne un petit aperçu. Pour la procureure Jana Berzelius, cette mise en scène n'est pas sans rappeler l'apparence des sirènes, des créatures mi-femmes, mi-monstres. Je ne vais pas plus loin, ce sont des femmes qui sont assassinées, jetées à la rivière, dont les jambes sont cousues, et l'enquêtrice doit trouver qui est le responsable, qui est le coupable de ces meurtres-là. Un univers qui peut frôler le fantastique, qui n'en est pas du tout, mais ça donne un aspect un peu différent, puis ça peut aller jouer un peu sur certaines croyances nordiques qu'on trouve du côté de la Suède. Donc, L'appel de la sirène, le titre déjà annonce le ton du roman. Émilie Schepp aux éditions HarperCollins dans la collection Noire. Ça, je pense que ça pourrait être... Ça, c'est une des valeurs sûres de votre sélection du mois. Sarah Schulman étant l'autrice, Maggie Terry étant le titre du roman et le nom du personnage également. On est aux éditions Inculte, petite maison d'édition extrêmement intéressante, qui fait beaucoup dans le marginal. On fait vraiment dans le champ gauche ici, c'est toujours des sujets particuliers, on n'est pas du tout dans la méthode classique. Sarah Schulman est une autrice qui en a beaucoup dans l'expérience, je pourrais dire. C'est pas son premier roman. Il y a une trentaine d'années, elle était reconnue comme étant une autrice queer qui était, je dirais, assez calée dans l'écriture différente, dans l'écriture rebelle, revendicatrice, tout ça. C'est encore la même chose avec ce personnage-là, qui est une enquêtrice qui, vraiment, on est en 2017, ça se passe à New York,
Ça sent le bitume, c'est urbain, c'est directement lié à l'arrivée ou du moins la présence de Donald Trump. Elle ne se gêne pas pour, disons, dire qu'elle n'aime pas le personnage. C'est assez évident. Et je parle du personnage de Maggie Terry qui n'aime pas Trump, mais on s'entend pour dire que l'autrice non plus, puis elle parle par la voix de son personnage. C'est extrêmement intense. Ça me fait beaucoup penser à une autrice du côté de la Californie qui s'appelle Sarah Grant. C'est noir, comme je vous dis, ça sent le bitume, ça sent le roman noir des années 50, mais avec la sauce féministe actuelle. Extrêmement intéressant. Peut-être pas pour tous les lecteurs et toutes les lectrices parce que le ton est différent. Il y a une prise de position très forte. On n'est pas dans une lecture, je dirais, conventionnelle ou standard. On n'est pas du tout dans le standard. Quelqu'un qui va aller chercher un petit quelque chose de différent, une touche différente, un oomph. Là, je pense qu'on va retrouver quelque chose. Puis bon, les éditions Incultes nous feront toujours des belles propositions, des sujets vraiment variés. Sarah Schulman qui nous propose Maggie Terry aux éditions Incultes. Angie Kim, La Grange aux éditions Belfond. Il y a un feu qui se déclare dans une grange, feu qui peut arriver bon, un peu partout dans un paquet d'endroits. Par contre, à un endroit un peu particulier, et il y aura rapidement des accusations et des doutes qui vont être portés sur les propriétaires de cette grange-là. On pense que peut-être ce serait une grange qui aurait été transformée en genre de laboratoire un peu clandestin pour faire des traitements tout aussi douteux que la grange elle-même. Donc, les gens vont se mettre à parler, les langues vont se délier et on va se demander, mais qu'est-ce qui se passait réellement dans cette grange-là? Donc, le récit est directement lié sur ça, la raison pour qu'est-ce qui se passait dans la grange, pourquoi y a-t-il eu un feu et qu'est-ce qu'on faisait comme traitements médicaux un peu particuliers. Une écriture vraiment bien soutenue. Donc là, vraiment, pour les lecteurs et les lectrices qui peuvent être un peu réticents à soit lire du roman policier ou autrement des romans, des lecteurs, des lectrices qui sont pas trop aventureux, bon, qui ont leur lecture régulière, qui lisent du roman policier, mais qui ne veulent pas trop s'aventurer dans certains titres, ce serait intéressant, quelque chose qui est enlevant, qui est efficace. On est vraiment là, ici, dans la littérature efficace, un trailer bien amené, bien écrit, du début à la fin, qui permet de nous saupoudrer ici et là des petites informations, mais sans tout nous révéler au début, pour qu'on arrive jusqu'à la fin du livre, puis qu'on se dise, ben, finalement, la fin était quand même assez imprévisible. Donc, pour ces lecteurs-là qui veulent se faire surprendre, mais qui ne veulent pas trop s'aventurer, La Grange, d'Angie Kim, au Belfond Noir, c'est un premier roman de cette autrice-là, qui sans doute va se faire connaître par ce roman-là et par d'autres romans qui vont suivre éventuellement. On est du côté coréen avec la maison d'édition Matin Calme. Je vous en avais parlé dans une chronique, dans une capsule précédente. Matin Calme qui se spécialise dans le roman policier coréen. On est avec Park Eun-woo, Le procès des otages. Le ton est toujours rapidement donné avec cette maison d'édition-là, puis on dirait qu'il joue beaucoup sur le pitch de départ. Donc c'est, et je vous le lis parce qu'encore une fois, avec cette maison d'édition-là, le 4e de couverture donne le ton. Une fête parfaite dans une villa de luxe, isolée dans les monts. Une fête de riches jeunes gens avec alcool, substances et promesses sexuelles, quoi de mieux? Une seule règle, porter un masque avant de franchir la porte. Tous les invités sont là à présent, Catwoman, Tom Cruise, le renard. Vous êtes prêts? Alors que la fête commence, la fatale mascarade. Ce sont des gens qui sont invités à une fête, un événement, tout ça, mais il va y avoir rapidement un genre de prise d'otage qui va se faire. C'est une rencontre entre pauvres et riches en même temps. C'est une guerre, une lutte de classe là, qui est mise en scène dans ce roman-là. Et inévitablement, on pourrait penser que certains vont être plus ferrés pour gagner parce que bon, certains sont victimes qui ont été attirés comme dans un guet-apens. Et ça ne sera pas nécessairement la fin que l'on pense. Extrêmement intéressant, comme toujours au niveau coréen, dans l'approche, dans le ton, dans l'écriture également.
forme d'écriture un peu plus épurée, qui va un peu plus des fois à l'essentiel, du moins qui prend le temps parfois de raconter des choses, mais qui s'égare pas en description inutile. Ça prend un peu de temps pour rentrer dans le récit, le temps que tout se place au début. Prenez le temps vraiment, mais après, ça devient assez intéressant. On est dans un roman original, on est dans un roman policier qui n'est pas un roman policier standard. On a vraiment quelque chose, une belle proposition de la maison Matin Calme. Il faut quand même avoir des nerfs solides. Il y a quand même certains passages qui peuvent être un petit peu plus secouants, qui peuvent être parfois un peu plus provoquants pour certains lecteurs et lectrices. Pour ceux qui veulent s'aventurer, ceux qui veulent oser un peu, ceux qui veulent pousser un peu la lecture, pourquoi pas, ça peut aller intéresser un peu votre lectorat. On va aller chercher Parasite de Ben H. Winters chez Sonatine. C'est évident que ça va faire un film. Alors là, ici, on a un roman matière à film. C'est pas écrit comme si ça devait être tourné au cinéma, mais éventuellement, ça va devenir un roman. Un film, pardon. Un couple qui s'installe. On est à New York, un couple qui s'installe dans un appartement et rapidement, il commence à y avoir des trucs bizarres qui se passent dans l'appartement, bruit, tout ça. Et bien, il va y avoir de plus en plus de parasites qui vont s'imposer, qui vont s'installer dans ce roman-là. On est dans un roman placé du côté policier, polar, mais on est à la limite du roman un peu d'horreur, je vous dirais. Là, on est vraiment dans un type de roman qui joue beaucoup sur la psychologie et le mental des personnages, parce que bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce que ça arrive vraiment? Mais d'où viennent ces bruits-là? Tout ça. Donc, ça joue beaucoup sur la perception des personnages et inévitablement, nous, en tant que lecteurs, bon, ce que l'on voit, ce que l'on lit et ce que l'on comprend de ces personnages-là. Mais on n'est pas dans un roman policier. On est dans un thriller, et je dirais dans un thriller d'horreur. Donc, ce n'est pas un roman d'horreur. Donc, on n'est pas du côté du cinéma de l'imaginaire. Parce que, bon, ces parasites sont vraiment là, finalement. Mais je dis que peut-être on est dans un thriller d'horreur. Donc, un roman qui joue sur le suspense pour rester dans le genre, qui traite du suspense justement pour capter l'attention du lecteur et de la lectrice, mais avec un élément, une thématique bien précise, l'horreur qui est là, et bien sûr, tout ce que ça relève d'avoir de crainte. Ce n'est qu'à la base de crainte la présence de parasites dans l'appartement, dans un endroit qui est peut-être un peu moins agréable et un peu moins cosy qu'on le voulait au début, qu'on l'aurait imaginé au début. Parasite de Ben H. Winters. Pour les cœurs sensibles, là, on s'abstient bien sûr là, pour ceux qui ont de bons estomacs et ceux qui sont capables de lire quelque chose de plus coriace. Là, ici, on a quelque chose, une belle proposition pour ces gens-là. Ah, le voilà, le second roman de Alex Michaelides, Les Muses. Son premier roman, Dans son silence, a eu beaucoup de succès, puis je vous dirais que nous, ici à la librairie, on en a fait un succès. On a plusieurs libraires, moi, Stéphanie entre autres, qui avons adoré ce roman-là. Et on l'a beaucoup proposé à de nombreux lecteurs qui sont revenus en librairie, qui nous en ont parlé, puis qui nous ont dit que finalement le choix est intéressant, ils ont beaucoup aimé. Il revient avec Les Muses, une femme qui est en train de se remettre de la mort de son mari et qui est appelée par sa nièce parce qu'il y a eu un meurtre. Puis elle s'en va la voir pour la secourir, tout ça, pour la réconforter, mais en même temps, elle est en train d'analyser de son côté, elle est en train de faire une petite enquête de son côté. Et, pardon, elle est psychologue. Le personnage du psychologue est extrêmement important chez cet auteur-là parce que dans son premier roman, le psychologue était le personnage central. Et là, elle va voir un peu ce meurtre, qu'est-ce qui est arrivé. C'est une amie, justement, de sa nièce qui faisait partie d'un mouvement, d'un groupe qui s'appelle Les Muses et qui était dirigé par un professeur de grec un peu étrange, un peu particulier. On se demande si cette jeune fille-là n'avait pas un lien avec le professeur. Donc, bien sûr, un roman bien construit, un roman qui promet beaucoup de
de rebondissement, comme dans Son silence, son premier roman, où ça commence d'une façon très simple, une façon, à la limite, je dirais, banale, qui ressemble à beaucoup d'autres thrillers, mais il y a toujours une façon, l'auteur a toujours une façon de twister le récit pour amener une surprise et en ramener d'autres par la suite. Donc, vraiment une histoire de meurtre sur un fond de psychologie de personnage très bien développé. Je pense que sans doute ça va être le succès de l'automne. Passez pas à côté de ça, il y a des gens qui vont vous le demander, c'est sûr, parce que je pense que les libraires qui sont des libraires qui connaissent la littérature policière, tout ça, vont sans doute beaucoup le proposer. Petit choix très personnel, mais qui pourrait devenir un peu plus collectif, je dirais, Sophie Loubière, de Cendres et de larmes aux éditions Fleuve Noir. J'adore Sophie Loubière. Sophie Loubière est une autrice de polar aguerrie, qui en est à son, je sais pas, peut-être 9e, 10e roman. Elle écrit d'une façon très particulière, mais avec une efficacité, avec une justesse, avec un regard social, mais très, très fin. C'est ce roman-là, une famille dont le père a réussi à trouver un emploi. Il va être en fait gardien, surveillant de cimetière, tout simplement. Ça pouvait pas être aussi facile que ça, bien sûr, on s'entend. Puis inévitablement, quelque chose menace cette famille recluse au milieu des tombes, une menace dont personne ne mesure encore l'ampleur. Il y a chez Loubière une ambiance, et c'est ce que j'aime avec cette autrice-là. Elle crée une ambiance, et d'un roman à l'autre, c'est toujours une ambiance différente. Donc, elle a la capacité, elle a le don, elle a le talent de se renouveler d'un roman à l'autre. Une autrice française qui, bon, souvent, du côté de la France, depuis quelques temps, il y en a de plus en plus, mais bon, elle a commencé il y a plus de 15 ans, on pourrait dire, c'était plus ou moins fréquent, extrêmement intéressant. Elle a toujours comment je peux dire, elle a le sens du rythme, elle a le sens de la formule, et ça, c'est vraiment intéressant. Elle a beaucoup écrit de polar, mais elle a beaucoup écrit sur les polars également. Elle animait une émission à la radio auparavant sur la littérature policière. Donc, elle connaît très bien ce milieu-là. Et encore une fois, avec De Cendres et de larmes, elle nous propose une très, très belle lecture. Ça, ce serait peut-être votre occasion de faire découvrir une nouvelle figure de polar à vos lecteurs, à vos lectrices. Quelqu'un qui arriverait là, à la bibliothèque et qui dirait ben, je veux lire quelque chose de nouveau, j'ai lu des Scandinaves, je veux découvrir quelqu'un que je connais pas, un nom que je connais pas. Sophie Loubière, malheureusement, est encore très peu connue, malheureusement. Elle mérite largement. Ben, on va faire le travail. Faisons le travail de moi vous la faire découvrir et vous de la faire découvrir à votre groupe de lecteurs et de lectrices de Cendres et de larmes, Sophie Loubière, chez Fleuve Noir. J'aime ça quand on fait des collectifs dans les livres, que ce soit dans n'importe quelle section, là, que ce soit en littérature québécoise, en littérature étrangère ou en polar. Le problème, c'est des fois les collectifs, c'est un peu inégal. C'est le problème des collectifs. Toucher le noir est une troisième tome qui suit un premier livre qui s'appelait Écouter le noir et un autre qui s'appelait Regarder le noir. Donc, on va chercher un autre sens, Toucher le noir. On a un collectif avec plusieurs auteurs connus en France, bien sûr, ça, c'est un collectif français. Et c'est ce que j'aime, encore une fois, ça va chercher plein d'auteurs et d'autrices françaises. Daniel Seri, Franck Thilès, Valentin Musso, Maude Mailleras, Ghislain Gilberti et d'autres qui sont là. Toujours la même thématique. Le noir étant ici vraiment conçu comme le roman noir, le thriller sombre. Et on ajoute cette notion-là du sens. Écouter le noir, tout tournait autour de l'écoute, l'entente, tout ça. Et là, toucher le noir, ben c'est ça. C'est vraiment l'accès là, à la notion tactile, palpable, tout ça. Alors, c'est extrêmement intéressant. Oui, comme je l'ai dit, les livres collectifs souvent sont assez inégaux.
il y a un beau travail, on est chez Belfond Noir, là, il y a un beau travail au niveau de la sélection, au niveau du travail éditorial, pour que, dans l'ensemble, toutes ces nouvelles-là, les nouvelles sur le toucher le noir, soient quand même assez intéressantes, efficaces, égales d'une à l'autre, donc on n'est pas dans une montagne russe, je dirais, de lecture, où on a vraiment des nouvelles d'une qualité exceptionnelle, puis d'autres nouvelles beaucoup moins bonnes. Quelque chose qui se tient très très bien. Et je trouve que là, ça vient chercher beaucoup les lecteurs qui vont dire « Je veux lire quelque chose, mais j'ai pas le temps de lire, puis je veux pas lire beaucoup, puis je suis pas sûr. » C'est parfait les nouvelles. On lit les nouvelles le soir, puis on se couche, on lit les nouvelles le matin, on peut pas, on n'a pas le temps de lire plus que 4, 5, 10, 15 pages, c'est parfait. Les lecteurs qui voudraient lire, puis qui n'ont pas le temps, ou qui n'ont pas nécessairement le goût d'entrer dans une lecture de 300 pages, de 200 pages même. La nouvelle, elle est géniale pour ça, et ça va leur permettre de changer d'un auteur à l'autre, d'ambiance, tout en ayant un filon commun, c'est-à-dire toucher le noir. Donc je trouve les nouvelles ont ce grand avantage-là de permettre la lecture sans obliger un marathon de lecture. Donc, Toucher le noir, un collectif d'auteurs français sur, bien sûr, la notion de tactile, toucher le noir, approcher le noir, chez Belfond Noir, ça j'aime bien. Et je termine avec un dernier titre, Vincent Ortiz, le bandeau vous le mentionne. Pour Seul Refuge, étant son premier livre, ce livre-là était fascinant. Il était vraiment intéressant, mais inquiétant, mais malaisant, pervers, je dirais, pour les lecteurs. Puis c'est ça qu'on veut quand on lit un roman policier. On veut que ce soit pervers, un thriller, on veut se faire avoir. Patiente semble être aussi pervers, je dirais, dans l'attente du lecteur, dans le niveau stressant pour le lecteur, mais à un autre niveau complètement, au niveau du récit. Patiente, c'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa fille, son adolescente, qui s'est suicidé. Le problème, au-delà du suicide, c'est que l'homme a perdu complètement la mémoire, a une amnésie partielle, mais vraiment, à ce moment-là, il ne sait pas ce qui est arrivé. Donc, on lui raconte, on lui évoque, il sait parce que on lui a dit, mais lui n'arrive pas à se souvenir de tous les événements autour de cet événement central, et inévitablement, psychologiquement, ça peut lier, ça peut affecter, et ça va entraîner des conséquences. Et le roman est sur ça. Donc, un roman avec une approche beaucoup plus personnelle. Oui, son premier roman, Pour Seul Refuge, était intéressant. C'était un homme qui séquestrait 2 autres hommes, et il leur en voulait pour la mort de son fils. Là, ici, c'est un homme qui, longtemps, pas longtemps, mais un peu après la mort de sa fille, le suicide de sa fille, il s'aperçoit qu'il n'y a plus aucune mémoire. Donc, il doit se dépêtrer de ça. Vraiment, je trouve vraiment le traitement intéressant. Écrit à la première personne, donc on est encore plus associé à ce personnage-là. J'avais peur, je ne me souvenais plus de tout ça. Donc, vous êtes vraiment en partie intégrale, je dirais, avec lui dans ce roman qui est extrêmement enlevant. Il faut prendre le temps de s'installer. Il peut prendre un peu le temps d'instaurer tout le récit. Une matière très psychologique au début, je dirais, mais un coup que c'est parti, laissez-vous aller. Une très belle lecture de Vincent Ortiz, Patiente aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Ben voilà, c'était mes propositions pour les incontournables en littérature policière polar pour le mois de septembre. Mon nom est Mike Seviano. Bonne lecture à vous. On se retrouve le mois prochain pour une autre capsule. Merci. Au revoir. Bonjour, c'est Mario de la librairie Monet. Je suis libraire de la littérature générale et je vais vous présenter aujourd'hui nos incontournables du mois de septembre en littérature de l'imaginaire et en théâtre. Donc commençons tout d'abord avec la littérature de l'imaginaire avec Lauren Owen, le club Aegolius chez Actes Sud. Donc ici, on est à l'époque victorienne dans un roman gothique. C'est un premier roman. L'autrice, elle a fait son doctorat en littérature anglaise spécialisé en littérature gothique et sur le vampirisme dans la littérature. Et ici, donc elle signe son premier roman. Ça se passe à la fin du 19e siècle.
Dans le fond, il y a un jeune homme qui décide de partir à Oxford pour faire ses études pour devenir poète. Il va se retrouver dans des cafés, dans des théâtres et tout ça, mais il va aussi découvrir des coins lugubres de la ville. Et il va disparaître du jour au lendemain. Et sa sœur quitte donc le manoir familial quand elle cesse de recevoir ses correspondances et décide de partir sur ses traces. Elle va elle aussi découvrir des coins lugubres de la ville avec un club mystérieux qui semble être une élite de gens qui ont beaucoup... un club secret avec des vampires, elle va découvrir aussi le docteur Couteau. Donc on est vraiment dans une ambiance gothique et sombre et surtout curieuse. C'est un récit fascinant. Donc je pense que c'est à voir. Prochain roman, ça va être La vie invisible d'Adi Larue. L'autrice c'est V.E. Schwab. Donc ici, on est dans la littérature américaine. Elle a été plusieurs fois dans les meilleurs sellers du New York Times. Ici, c'est une fille qui ne veut pas se marier, qui s'apprête à se marier, et elle fait un pacte avec le diable qui lui propose, qui lui dit « Ok, pas de problème, je vais te permettre de te fuir de ton mariage, mais par contre, les gens ne pourront plus jamais se souvenir de toi et tu vas laisser aucune trace. Je vais tout de même te rendre immortel. Et si un jour tu es tanné de ta vie et tu es tanné que tout le monde t'oublie, ben, tu pourras me donner ton âme. » Donc, elle accepte le pacte. Puis là, on la suit au travers de plusieurs siècles où elle tombe en amour avec des personnes et tout ça. Mais sauf qu'elle vit avec la souffrance de toujours être oubliée lorsqu'elle essaie d'écrire toutes les traces qu'elle essaie de laisser derrière elle disparaissent. Jusqu'au jour où, dans une librairie à New York, elle va être reconnue par quelqu'un. Et donc là, elle va se demander est-ce que c'est un piège? Qui est cette personne-là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que jusqu'à maintenant, ça fait 3 siècles que les gens m'oublient toujours du jour au lendemain. Donc c'est d'ailleurs un super beau matériel. Moi j'adore la couverture où est-ce que vous avez comme une double couverture avec une jaquette transparente avec des petits dessins aussi à l'intérieur. C'est une super belle édition. Je le conseille fortement. Je pense que ça va rendre des lecteurs enthousiastes. Maintenant, on y va avec une réédition de L'Aiguille de Costignan de Jerry Sol. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jerry Sol, il a été scénariste beaucoup pour la télévision, entre autres pour Star Trek. Il a écrit aussi pour la 4e dimension. Donc, il a écrit beaucoup pour la télévision, un scénariste, mais il a aussi écrit plusieurs romans. Dont celui-ci, c'est probablement... c'est dans ses meilleurs. Donc là, on est dans une réédition. Ça a d'abord paru dans les années 50. Je tiens à le montrer parce que la couverture est vraiment belle. C'est vraiment une belle collection en science-fiction. On est dans un roman ici humoristique et scientifique à la fois. Il y a un scientifique qui a découvert qui a réussi à inventer une aiguille qui permet de transporter les gens dans une autre dimension. Le seul souci, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va se retrouver une fois le voyage fait. Donc là, est-ce que les gens vont être capables de résister à la tentation pour aller ailleurs, dans un autre monde complètement, refaire la civilisation, tout en sachant pas où est-ce qu'ils vont atterrir. Donc c'est un mélange entre, comme je vous disais, science et humour, un très bon roman de Jerry Sol. Je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose qui peut être sympathique à voir sur ses tablettes. C'est tout pour la littérature d'imaginaire, mais en théâtre, j'avais pas grand-chose ce mois-ci, mais je tenais à montrer une réédition de Mademoiselle Julie de August Strindberg. J'aurais pas besoin de le présenter, c'est-à-dire que c'est un auteur du 19e siècle, c'est un classique du théâtre étranger. C'est simplement parce que là, c'est une réédition, traduction de Boris Vian avec une super belle présentation au début de l'auteur, une préface de l'auteur. Donc, si jamais votre exemplaire de Mademoiselle Julie commence à se défraîchir, c'est une belle occasion pour vous en acquérir une nouvelle copie. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'est tout pour la littérature d'imaginaire et les incontournables du théâtre. Donc, on se retrouve au mois prochain et
À bientôt! Bonjour, mon nom est Max Séviano et je vous présente les incontournables pour le mois de septembre dans la section littérature québécoise. On débute avec un roman qui apparaît chez Québec Amérique, Megan Gale Coles, Partie de chasse au petit gibier, entre l'âge au club de tir du coin. Un roman féministe qui va aborder à ce moment-là vraiment les relations entre hommes et femmes vues d'un côté féminin. Roman qui semble intéressant, qui est une traduction de Mélissa Véro, donc une autrice canadienne dans ce cas-ci. Alors on a un point de vue différent. Je vous lis un petit résumé. Pendant qu'à l'extérieur du restaurant, une tempête de neige se déchaîne, à l'intérieur du Hazel, d'autres tempêtes menacent. Iris doit travailler, malgré elle, avec son amant, le chef aussi irrésistible que toxique, et la femme de celui-ci, qui est aussi la propriétaire des lieux. Et puis il y a Olive qui compose avec un traumatisme récent, Damian qui cache la gueule de bois comme il peut, et tous les autres qui tentent d'éviter les conflits explosifs entre deux pannes de courant. On a l'impression d'avoir un genre de huis clos, d'univers fermé, un espace hermétique où, inévitablement, comme dans une poudrière, ben, ça semble sauter, mais cette poudrière-là va sauter avec vraiment, je dirais, l'allume-feu féministe qui est traité tout au long du roman. Qui pourrait être intéressant, surtout, je crois, là, du côté au cégep, dans les endroits où on retrouve beaucoup de jeunes lecteurs, de jeunes lectrices. Il pourrait y avoir une certaine forme d'intérêt, d'attrait pour Partie de chasse au petit gibier. Un peu dans les mêmes tons parce que c'est beaucoup dans l'air du temps. C'est assez courant des titres qui parlent de ces sujets-là. Il y a Michel Lapierre Dallaire qui nous propose « Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, ok. » Gros titre, long titre et titre mystérieux pour parler, encore une fois, ici Michel Lapierre livre un témoignage incisif et lucide sur la maladie mentale, les violences sexuelles et familiales, les relations amoureuses, narré par une écriture d'une beauté à couper le souffle. Le sujet devient un peu plus courant, devient un peu plus, pas banal, mais je dirais plus récurrent. Ici, je pense que c'est le traitement. C'est au niveau de la langue, au niveau du jeu avec les mots, au niveau du récit, de la manière dont c'est raconté, que je crois que là, ici, l'autrice apporte vraiment une touche différente. Ne tombe pas justement dans la récurrence. Si le sujet est le même dont on a traité dans d'autres livres, c'est son approche, sa lecture, sa façon de voir les choses, sa façon de dire les choses, les préciser, qui fait qu'on a vraiment un beau roman, une belle écriture, une belle lecture, lourde, difficile, dans le sens où le sujet n'est pas évident. Il nécessite, je dirais, des petites bouchées, une lecture avec une certaine forme de prédisposition, ça pourrait être ça, mais on a vraiment ici quelque chose d'extrêmement intéressant. Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour. Michel Lapierre Dallaire, aux éditions La Mèche. Je ne l'avais pas mentionné. Je mentionne rapidement la maison d'édition L'Écrou, qui a mis fin à ses activités. C'est toujours triste quand une maison d'édition met fin à ses activités, maison de l'édition L'Écrou, qui a, oui, été victime, je dirais, de la pandémie, tout ça, et d'autant plus que c'est une maison d'édition qui ne faisait que de la poésie. On a donc ce dernier titre, là, un dernier titre qui est apparu, d'Annick Arsenault, Habitante. Belle poésie, ouais, beau recueil de poésie. La façon, c'est intéressant, des poèmes variés avec, je dirais, un sens de la rythmique. Ces poèmes ont vraiment un joli sens de la rythmique. C'est le sujet, encore une fois, un sujet qui traite des relations conflictuelles et inégales entre hommes et femmes. Parfois, certains poèmes sont beaucoup plus légers, doux, je dirais. D'autres sont beaucoup plus incisifs, beaucoup plus lourds, comme une pierre que l'on jette directement au sol, qui fait un gros bond, un gros bruit. C'est intime, c'est ouvert, c'est lumineux tout en étant sombre. Je crois que le titre est intéressant. Habitante, l'autrice, la poète, essaie
d'habiter le malaise, essaie de devenir propriétaire d'un espace qui ne lui était plus accordé. Beau recueil de poésie qui risque vraiment, si vous avez des lecteurs et lectrices qui mettent la main dessus, vous risquez d'en entendre parler. La habitante Annick Arsenault, dernier titre chez Les Crous. Trou l'immortel de Camille Thibodeau aux éditions La Mèche. Bon, Trou l'immortel, c'est un peu difficile. On est dans un espace, mais complètement déjanté. Dans une écriture complètement à part. On est là plus que champ gauche, on est littéralement hors champ dans ce roman-là. C'est écoutez, c'est l'histoire d'une fille née en pleine fin du monde avec une face de truite. Trinity Hart, alias Truite Morte, alias Trou, c'est elle, Trou l'immortel, aura tôt fait de sentir que sa place n'est pas sur terre de Candeur. Candeur étant le lieu où se passe le roman. En attendant de découvrir où mettre le cap, elle apprivoise sa furieuse soif de vivre. C'est un genre de fable marine, de conte sous-marin, de genre de récit fantastique avec des personnages animaux humains. Très difficile à cerner, très difficile à décrire, mais il y a à l'intérieur de ce roman-là tout un souffle d'écriture en même temps qui fait que on sent la griffe, on sent l'écriture, on sent le ton, on sent l'influence de cette forme d'écriture qui veut parler de soi tout en traitant d'un univers qui est extrêmement loin de soi. Ce côté-là fantastique, onirique, très onirique, à l'intérieur du roman. Et puis, c'est dans la tendance, hein, c'est dans la mouvance. On a eu la chance de parler de Méduse, on a eu la chance de parler de la Desiderata. Il y a cet univers-là où les autrices, beaucoup, entre autres, versent énormément dans la fiction. Et là, je dirais quasiment la réelle, la pure fiction. Vraiment des histoires inventées de toutes parts qui se permettent des fois de déborder et d'aller dans certains extrêmes. Ici, on va dans certains extrêmes. C'est pas pour tous les lecteurs, c'est pas pour toutes les lectrices. Ça prend, je dirais, quand même une ouverture de lecture, mais ça peut intéresser quand même beaucoup de lecteurs et lectrices. Peut-être ceux qui veulent s'ouvrir ou qui connaissent déjà la littérature québécoise, la jeune littérature québécoise, et qui veulent ratisser plus large, Trou l'immortel de Camille Thibodeau aux éditions La Mèche. Petite mention de tableau final de l'amour de Larry Tremblay. Maintenant, rendu à la peuplade, alors surveillé, il est rendu à la peuplade, il n'est plus du côté d'Alto, il est une nouvelle maison d'édition pour lui. Cette relation un peu particulière, passionnelle, conflictuelle entre Francis Bacon et son amoureux. Très charnel, je dirais, très charnel comme roman, très descriptif. On discutait avec des collègues, j'ai des collègues qui ont aimé, des collègues qui ont été plus réticents. Un collègue me disait que ça ressemble beaucoup à du bataille. Donc, si vous avez un cours qui traite de psychanalyse, de bataille, d'auteurs du début du siècle, de Bacon, de Michel Léris, de tout ça, il y a peut-être quelque chose que vous allez retrouver à l'intérieur de ce roman-là, où on parle beaucoup de la relation. Alors, c'est pas tant uniquement l'art, l'œuvre, la création artistique, mais beaucoup plus les problématiques, je dirais pas nécessairement les conflits, mais les problématiques de cette relation-là et vraiment les états d'âme, mais c'est les états de corps, littéralement, entre Bacon et son amoureux. Tableau final de l'amour, Larry Tremblay, je dirais sincèrement, il faut le lire pour se faire une idée, mais c'est un incontournable. À la limite, j'aurais même pas eu à vous le présenter, c'est du Larry Tremblay, c'est un incontournable, c'est clair que vous allez le prendre, vous allez le mettre dans votre bibliothèque, vous allez le ramasser, il va se retrouver sur vos tablettes, c'est un incontournable de bibliothèque. Maintenant, Larry Tremblay, je vous rappelle, aux éditions Peuplade. Laure Morali, en suivant Shimoun, on est aux éditions
Boréal. Laure Morali, bon, pour l'anecdote, hein, c'est intéressant. Ben, le récit est intéressant. C'est quelqu'un qui, un récit de déplacement qui se passe à la frontière du Québec et du Labrador. La narratrice qui se retrouve là, le personnage qui se retrouve là, va rencontrer un personnage qui s'appelle Shimon et qui va décider de le suivre. Dans cette exploration-là, premièrement du territoire du Grand Nord, du Nord, de Labrador, tout ça, et cette exploration-là, de la culture, justement, liée à ce lieu. Là, ce qui est intéressant, c'est que Laure Morali est une essayiste qui a beaucoup écrit sur les écrits autochtones, sur la culture autochtone. Et ce qui est intéressant, pour l'anecdote, comme je disais, Laure Morali est celle qui nous a permis de découvrir Joséphine Bacon. Alors, Joséphine Bacon, si elle fait maintenant de la poésie, c'est grâce à Laure Morali. C'est elle qui l'a incité, c'est elle qui l'a poussé à écrire et se faire publier, ou du moins tenter de se faire publier, et c'est ce qui est arrivé. Donc, elle connaît bien ce milieu-là. Elle en parle d'une façon sobre, d'une façon respectueuse, d'une façon claire, mais d'une façon lumineuse en même temps. C'est un beau récit, une belle lecture qui va sans doute, un récit qui va être enlevant et qui va apporter, je dirais, une pierre de plus à la découverte de la littérature autochtone ou de la littérature sur les Autochtones. Je trouve que ça serait une autre belle découverte de la part de vos lecteurs et vos lectrices. Petit mot sur Maude Michaud. N'oublie pas La beauté du monde chez Libre Expression. L'histoire d'une femme. Et je vous raconte ça parce que je vous lis ça, c'est très clair. Elle est sur le point de donner naissance, mais sa fin de grossesse est risquée. Craignant de mourir à l'accouchement sans rencontrer sa fille, elle décide de lui raconter sa vie pour lui léguer les milliers de pépites d'or qui sauront lui rappeler la beauté du monde. C'est une écriture sobre. C'est une écriture tout en finesse. Tout en émotion, ce qui pourrait faire un mauvais film hollywoodien si on le traitait mal, fait un roman extrêmement fin, qui n'a pas la prétention d'aller là où il ne va pas, ou là où il n'a pas à aller. Et c'est ça qui est intéressant. Une belle écriture, de beaux moments, vraiment de très beaux moments de lecture où, justement, le personnage passe d'un élément de la vie à l'autre, raconte sa vie à cet enfant qui s'en vient, mais en même temps se permet de se raconter également à elle-même. C'est, je dirais, la mère en devenir et la femme qui se rappelle en même temps ce qu'elle est. Belle écriture, intéressant. Maude Michaud, n'oublie pas La beauté du monde, Libre Expression, peut aller chercher un plus large public qu'on pense. Pas nécessairement un public jeune, très large public. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'intérêt de la part de vos lecteurs, lectrices pour ce roman-là. On en a beaucoup parlé dans les médias, je vous le présente parce que oui, c'est un incontournable. On est dans les incontournables. Victor et moi de Jean-Marc Limoges chez Boréal. Genre de décès, je dirais peut-être brûlot. On est vraiment là, ça arrive pas souvent de nos jours de ça, mais on parle vraiment d'un brûlot ici. Tout simplement, l'auteur est un enseignant, puis il veut il veut revendiquer le droit d'enseigner la connaissance et de non pas uniquement passer sur des évidences, des matières redites, du contenu. Il réclame le droit à des enseignants qui fascinent. Il évoque les professeurs qui l'ont fasciné, qui lui ont donné le goût d'apprendre, qui ont donné le goût d'enseigner. Donc c'est vraiment ça. Il se met vraiment, il se positionne d'une façon très claire sur les tâches, les devoirs et le droit d'enseigner et de justement divulguer, passer de la culture, du savoir, de la connaissance et non pas uniquement ce genre d'enseignement réceptacle où
pour des conventions, je dirais peut-être administratives ou autres, on a l'impression qu'on doit satisfaire des élèves, des étudiants, des étudiantes pour s'assurer qu'ils ont atteint leur quota d'apprentissage. Ils se placent complètement en porte-à-faux. C'est extrêmement intéressant. C'est une langue crue, c'est une langue verte, c'est une langue claire, c'est une langue qui s'affranchit complètement de quelconque honte ou tout ça. C'est beau, ça se lit très bien. Et je pense qu'il y a peut-être quelques-uns de vos enseignants et de vos enseignantes qui auraient peut-être intérêt à lire de ce côté-là. C'est intéressant. Je mentionne rapidement un collectif, je l'ai mentionné tantôt dans une autre chronique, dans une autre capsule, la capsule pour les polars et le roman policier. Les collectifs, c'est parfois un peu inégal. Des fois, il y en a qui nous présentent des textes un peu plus intéressants que d'autres, tout ça. Ici, on a ce qu'un jeune mari devrait savoir, une œuvre collective. J'aime le fait que ce ne soit pas écrit collectif, mais ça s'appelle une œuvre collective. Si on peut penser qu'il y a une prétention dans ça, moi je vois plutôt une affirmation, à ce moment-là, une prise de position, c'est intéressant. Donc c'est intéressant parce que une œuvre collective est une forme d'affirmation, de positionnement. Puis en même temps, il y a un petit quelque chose d'ironique en même temps dans ça, parce que c'est un genre de guide du bon mari. Un guide du bon mari, mais de nos jours, avec les situations actuelles, avec la réalité actuelle, avec les conflits et les circonstances, avec la prise de possession, la prise de parole du féminisme, tout ça. Ben ici, c'est un peu ça, à travers ces nombreux textes qui sont relativement courts. Je vous dirais, on est entre 5 et à 7 pages pour chaque texte, où plusieurs autrices et auteurs vont prendre position pour, à ce moment-là, parler de différents sujets qui concernent l'art d'être un bon mari. Je pense une lecture qui peut aller chercher une bonne couple de lecteurs et de lectrices de beau côté. Je veux vous parler de 16 îles. 16 îles est un livre de Jean-Louis Courteau aux éditions XYZ, collection Plongée. Et c'est pas compliqué, là, je vous dirais, grosso modo, là, c'est le roman Visite les 16 îles et c'est comme sous la forme de plongée, une plongée sous-marine qui visite d'île en île, qui va d'île en île, mais cette plongée est une plongée en soi. Pour l'auteur, pour le personnage, ça, c'est vraiment une découverte, c'est vraiment une mise en abîme de soi et la plongée dans l'eau, l'immersion dans la connaissance ou la reconnaissance où vraiment le personnage à ce moment-là décide de passer au-delà du superficiel pour tomber dans le totalement naturel et le réel, le vrai. Ça se lit très bien, ce sont de beaux passages, ce sont de beaux moments de lecture. Je crois qu'il y a de ce côté-là beaucoup de découvertes à faire. 16 îles, Jean-Louis Courteau, XYZ, peut-être un lectorat un peu plus âgé pour mieux saisir cette plongée en soi et pour mieux être, je dirais, en accord ou du moins mieux ressentir justement une certaine forme de réflexion de maturité. Voilà. Je vous présente Prendre Pays, encore une fois un collectif. Les éditeurs québécois font beaucoup de collectifs, dans les rentrées comme à d'autres moments, mais à la rentrée littéraire d'automne, il y a souvent beaucoup de collectifs. C'est un recueil, justement, un collectif aux éditions Quartz. Prendre Pays qui... où plusieurs auteurs s'adressent à différentes personnes. Je vous lis le descriptif, là, c'est pas compliqué. Une lettre pour défier la distance, pour sentir la présence, bien que muette, de l'autre à qui l'on s'adresse un dernier mot d'amour, une déclaration d'ennui ou la promesse d'un retour au pays. Une lettre pour habiter son territoire. Ce sont des lettres que différents auteurs et autrices adressent à quelqu'un. Pour mieux, on parle de territoire, pour mieux établir un rapprochement. Voilà. Et ce rapprochement-là n'est pas nécessairement lié à une question géographique totalement, mais ça peut être le territoire de l'amour, le territoire de la connaissance, le territoire de la solitude, de l'abandon. Donc, chaque auteur, autrice s'adresse à quelqu'un précisément pour
pour s'ouvrir à cette personne-là, puis lui raconter, lui parler de plein de choses. Il y a plusieurs auteurs à l'intérieur, dont, entre autres, Vanessa Bell, Virginie Blanchette-Doucet, Marie-André Gilles, Catherine Perrault, Laurie Jean-Louis, et bien d'autres. Prendre pays, ça peut être intéressant. Encore une fois, pour les gens qui ne veulent pas lire trop longtemps, qui n'ont pas le temps de lire trop longtemps, ça se lit en parcelles, ça se lit en morceaux et ça se lit au complet ici et là à travers le temps, la journée ou la semaine. Voilà. Dans le ventre du vent, à noter en plus, dans le ventre du vent, Mélanie Béliveau aux Écrits des Forges, un recueil de poésie qui, je pense, sera un des plus beaux recueils de poésie déjà de la rentrée. Je vous le mentionne et je me permets. Toujours difficile de parler d'un recueil de poésie parce que c'est extrêmement personnel, puis la poésie peut se lire, peut se recevoir et s'analyser de multiples façons. On n'a pas vraiment 12 heures pour le faire. Donc la meilleure façon, c'est de vous lire certaines pages et peut-être ces pages-là vous inciteront à vous procurer ce livre-là. C'est vraiment un beau recueil. J'ai perdu mon épicentre, encore une fois, étoile-moi. Fais-moi l'amour dans un chant, fais-moi le silence, comme dans un souvenir, sans autre témoin que nos corps, un tango invisible de joues et de cheveux, heureux d'être si follement seul. Pour vous murmurer, j'ai besoin d'espace dans ma tête, votre silence me creuse. C'est extrêmement beau, ce sont des poèmes tout simples, extrêmement chargés de sens, beaucoup de symbolisme, beaucoup de sens différents. Un poème peut dire beaucoup. Sincèrement, un des plus beaux poèmes, je crois, et il y en a plein d'autres à venir, mais un beau recueil de poèmes que j'ai lu depuis longtemps et un beau recueil de poèmes pour la rentrée. Sans doute, on va beaucoup vous en parler. Orange Picot de Benoît Bordelot aux éditions de la Maison en Feu. Alors, édition de la Maison en Feu, petite maison d'édition. Petite maison d'édition, c'est pas une question qualitative, c'est qu'elle vient d'arriver, elle vient d'ouvrir tout ça. C'est bien, ça fait un petit bout de temps quand même, mais là, elle est en train de plus en plus s'imposer et je pense qu'elle va s'imposer énormément avec ce roman. C'est pas un roman, c'est un récit. Ouais, c'est un récit. L'histoire, et ce que je trouve, premièrement fascinant, premier point, c'est que le sujet est intéressant. C'est un homme qui parle de son grand-père. La relation père-fille, la relation mère-fille, elle est extrêmement présente en littérature, mais la relation grand-père, petit-fils, beaucoup moins. On en entend peu parler en littérature et c'est extrêmement beau, la façon dont c'est écrit. J'ai pris une page. Enfin, je ne savais pas que vivre donnait beaucoup de temps pour mourir. Et ce sont ici et là toujours des pages de cette façon-là où l'auteur évoque le souvenir de ce grand-père-là qui, après une certaine maladie, va mourir. Et il revient toujours dans le passé, dans la maison, où toujours, je dirais, le point central est toujours les tartines grillées, le sirop et les mots cachés, les mots croisés. C'est sensible, c'est intime, c'est fin, c'est délicat, ça se lit très bien et vraiment, sincèrement, il faut lire ça avec un thé. Avec ça, il faut lire ça avec un thé. Il faut prendre le temps de le lire. Souvent, là, des fois, là, il y a toujours le livre, là, celui-là, il faut prendre le temps de le lire. Vous allez découvrir une très belle écriture, pas du tout narcissique, au contraire, et qui ouvre complètement sur la présence, l'absence, surtout la mémoire de ce grand-père, qui était quelqu'un d'extrêmement intéressant, tout en retenue, tout en finesse, mais tout en lumière également. Orange Picot de Benoît Bordelot, les éditions de la Maison en Feu. Nous avons Fanny Desmeules qui va nous proposer dans quelques semaines un prochain roman. Ici, nous avons Bagel. Je vous lis le descriptif à l'arrière. Avant, je trouvais que 12 bagels, c'était beaucoup. Comme je n'imaginais qu'une décennie, c'était long, il n'en est rien. Disant la dernière fois où nous sommes allés chercher des bagels sur Saint-Viateur, un lundi soir. Je me souviens en avoir mangé un, au pavot, pas au complet, mais quand même, mes parents n'ont pas souligné l'exploit, conscients de sa fragilité. Avec Fanny Desmeules, on est toujours, et c'est un livre qui est, je vous le montre là, avec des illustrations.
Avec Fanny Demel, on est toujours dans l'exploration littéraire. On est toujours dans l'aventure littéraire. On essaie des formes, on tente des approches narratives, visuelles. On joue avec la mise en page, on joue avec les pages, on joue avec l'écriture. C'est encore le cas. On est dans le récit, on est dans la part personnelle, mais ce que je pense qu'il peut être intéressant de la part de votre sélection, si vous sélectionnez le livre, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de professeurs qui vont enseigner, entre autres, la création littéraire, qui sont dans un cours, des étudiants qui sont dans un programme ou tout simplement un cours de création. Là, il pourrait y avoir à ce moment-là matière à consulter, à étudier, à analyser pour parler de création. Bégueule de Fanny Demel aux éditions Hamac. Une revue qui vient de sortir, qui s'appelle la revue A30. C'est la revue d'art et littérature fantastique aux éditions Kimé. Donc c'est français. Oui, mais j'en parle petite incartade, petit écart à peine, parce qu'on parle de femmes et fantastique au Canada, et particulièrement, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on va parler de beaucoup d'autrices au Québec et beaucoup d'autrices québécoises qui traitent justement de l'élément fantastique. Donc, je me permets de vous mentionner quelques articles qui ont été écrits à propos, entre autres, de Anne Hébert. On va parler d'Elisabeth von Hartburg. On va parler de Martine Desjardins. On va parler de Christiane Vadnet, de Maude Deschênes-Pradet, d'Audrey Villamy. Il y a beaucoup d'autrices qui ont traité le conte, la fable ou même l'élément fantastique, et on va en parler de ça, on va analyser leurs œuvres ou une partie de leurs œuvres. C'est un sujet dont on ne parle pas énormément et j'ai trouvé ça hyper intéressant quand j'ai vu ça apparaître, quand je l'ai vu. Je dis, il faut que j'en parle dans la capsule parce que là, inévitablement, tous les cours qui vont traiter de littérature québécoise, de littérature féminine ou de littérature de genre, entre autres littérature de l'imaginaire, on doit traiter, on doit voir, on doit étudier ce livre-là, cette revue-là, et voir les articles qui ont été écrits, les textes qui ont été écrits sur de nombreuses autrices qui ont, ici et là, frôlé l'irréalisme, l'onirique ou le fantastique. Femmes et fantastique au Canada, A30, art et littérature fantastique. Ce sont bien sûr de brefs articles qui font entre 7, 8, 12 pages, mais des trucs qui sont vraiment si lumineux, je dirais, si ce n'est uniquement pour donner le goût d'aller voir et d'aller lire ces autrices-là. Juste pour ça, intéressant de mettre ça dans votre bibliothèque. Je termine avec un dernier titre, et oui, quelque chose qui, moi, qui est beaucoup venu me chercher, le nouveau Gilles Archambault. Il se fait tard aux éditions Boréal. Avec l'arrivée de l'automne, ben, arrive souvent l'arrivée de nouveau Gilles Archambault. Nouveau, on va dire roman, encore une fois, on n'est pas dans un roman, on est littéralement dans des récits. C'est vraiment des récits. Gilles Archambault, qui est à 88 ans, et même si son médecin lui dit qu'il en a encore pour jusqu'à 100 ans à vivre, ben Gilles Archambault met un peu en doute cette phrase-là du médecin, puis il dit, ben, je vieillis. Et il décide d'écrire sur ça, sur sa vieillesse, sur le fait qu'il n'a plus l'âge qu'il avait. Il revient sur le passé, par nostalgie, tout doucement, revient sur ses premières années d'écriture, sur ses années de radio, fait un constat actuellement de sa situation, de son âge, tout ça. C'est écrit tout en finesse, tout en douceur, en émotion, une certaine émotion, des fois que je trouve moins retenue que dans ses autres récits. C'est beau. Ça se lit doucement. Il faut prendre le temps de le lire. Il ne se fait pas trop tard, donc on peut prendre le temps de le lire. Un constat des fois un peu difficile, une lucidité sur son âge avancé, mais en même temps quelque chose d'extrêmement agréable parce qu'il évoque des événements du passé, certains événements plus personnels, qui sont, oui, un peu déstabilisants pour nous, lecteurs, lectrices. D'autres événements qui sont totalement rafraîchissants et réjouissants parce qu'on découvre des choses, des anecdotes professionnelles. Encore une fois, Gilles Archambault fait vraiment un beau livre,
un livre qui aurait pu, bien sûr, être ça d'épais, parce que j'imagine que Gilles Archambault a plein de trucs à raconter, parce qu'après 44 livres, après je ne sais pas combien de temps comme réalisateur à la radio, après plein de choses, oui, il y a sans doute plein de choses à raconter, mais je crois que Gilles Archambault ne sent pas le besoin de trop raconter, il a juste le besoin de bien raconter. Et ça, Gilles Archambault, Il se fait tard, Boréal, c'est une lecture. Et là, sincèrement, oui, ça semble aller chercher un certain lectorat plus âgé, on pourrait penser. Faites lire ça aux jeunes, faites lire ça à vos jeunes lecteurs et lectrices de la bibliothèque. Ils vont découvrir un auteur, ils vont découvrir quelqu'un et découvrir peut-être une façon différente de parler de ses sentiments. Alors voilà, c'était les incontournables pour la salle de montre de septembre pour les incontournables de la littérature québécoise. Mon nom est Maxime Viano. On se retrouve une prochaine fois pour une autre capsule pour le prochain mois. Merci beaucoup. Au revoir.